Avant qu'on commence la vidéo, juste 2 mots sur Laura. Laura, c'est une illustratrice que j'ai accompagnée au sein de mon programme Impulsion. Et la première fois que j'ai rencontré et qu'elle m'a parlé de son projet, j'étais un peu perplexe. Parce que toutes ces histoires d'énergie, portrait d'âme, etc., pour moi, c'était un peu nébuleux. Mais Laura, elle a une passion et une détermination qui font que dès la fin de l'entretien, je me suis dit, mais c'est obligé, je travaille avec elle. Et tant mieux, parce que Laura a fait des miracles. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir pris un peu plus de temps avec elle pour qu'elle nous raconte vraiment son histoire et la jeunesse de ce projet-là, parce que vous allez voir, c'est passionnant. Alors, je sais malheureusement que la qualité du son est pas exceptionnelle, mais si vous arrivez à vous connecter au fond, si vous arrivez à vous connecter à l'histoire, je suis sûre que vous allez passer un très bon moment. Bonjour Laura, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors Laura, avant qu'on commence, je vais te poser une question qui va être clé dans notre conversation. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est qu'un portrait d'âme? Alors, pour faire très simple, un portrait d'âme, c'est une image qui va émettre une énergie. Donc, qui va émettre une énergie correspondant à la partie la plus pure de la personne pour laquelle je fais le portrait. Donc, c'est un petit peu un retour aux origines, mais aux origines de son être intérieur. L'inné, par exemple, L'inné, ce qui est au exactement. fond de toi, qui est inné et qui est pas, qui aurait pas été modifié par des événements de la vie ou des trucs comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Et alors, du coup, toi, t'arrives à lire ça chez les gens, à le percevoir, pour bien comprendre, du coup, ça te vient d'où tout ça? Alors, Si tu veux nous ça a raconter toujours un peu ton histoire. oui, alors il faut dire que j'ai toujours eu une sensibilité un peu plus accrue lorsque j'étais petite. Et c'est venu en fait un petit peu en parallèle avec le dessin, vu que j'ai commencé à dessiner très très tôt. J'ai commencé à dessiner à 3 ans. C'est surtout parce que mes parents m'ont dit que j'avais 3 ans à ce moment-là, mais Oui. moi j'en ai pas forcément souvenir. Et c'est vrai qu'il y a une image assez marquante lorsque je regardais un petit peu les albums de photos plus tard, c'est que en effet j'avais une photo de moi à 3 ans, sachant vraiment très très bien tenir le crayon, mais comme si Ouais. comme un adulte en fait. Donc ça m'avait un petit peu marqué de revoir ça. Et c'est vrai que le dessin c'est tout de suite devenu une passion, c'était presque parfois un petit peu une obsession, ça venait un peu par à-coups, c'était parfois un petit peu impulsif selon l'inspiration qui venait. Enfin voilà, je me posais pas trop de questions, donc je faisais ça vraiment tous les jours, une bonne partie de la journée, et ça me permettait en fait de m'isoler, que j'avais besoin de me ressourcer très tôt, d'être au calme, d'exprimer mes émotions, Mhm. mon imagination. Bon ça jusque-là, c'est à peu près normal, on va dire, mais il m'arrivait très fréquemment, enfin très fréquemment, peut-être pas aussi fréquemment que je le pensais, mais ça a été suffisamment marquant pour que je m'en souvienne jusqu'à maintenant. C'est que lorsque j'étais vraiment dans un état de silence où j'étais très concentrée sur mon dessin, et ben il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre une voix, et c'était tellement marquant que je m'en souviens encore de l'oreille, du côté de l'oreille où ça m'est Ah arrivé, ouais. parce que j'entendais vraiment un chuchotement, mais c'était pas, tu vois, les voix du mental qu'on entend quand on pense, Ah oui, etc. c'était C'était vraiment vraiment comme s'il y avait quelqu'un derrière toi, par à exemple, qui te côté. parlait. Exactement. Et C'est un peu je me souviens flippant, très non? bien. Ouais, surtout que j'étais très jeune, vraiment. Je devais avoir 5, 6 ans, et j'avais jamais entendu parler de ça. Et je me suis dit, il y a un truc qui est pas normal. Comment ça se fait que j'entends quelqu'un qui disait mon nom en plus? C'est vraiment une voix un peu chuchotante. Je me suis dit, oula, il y a un truc. Surtout que ça me sortait de ma concentration Mhm. en fait de mon dessin. Et je me souviens d'une fois où j'ai tenté d'ignorer cette voix-là. Ouais. J'ai tenté de me dire bon, Parce c'est comme que, si parce que du coup, ça t'arrivait quasiment à chaque fois que tu dessinais et que tu étais dans cet état de focus sur ton dessin. C'est ouais. systématiquement à ce moment-là que les voix revenaient. Alors pas à chaque fois que je dessinais, mais c'était souvent quand j'étais dans un état de focus. Ok. Et donc, la plupart du temps, c'était quand même quand je dessinais. Parce que j'étais seule, il n'y avait pas de Mm. bruit. Enfin, et une fois, j'ai essayé d'ignorer. Parce que je me suis dit, bon, je vais faire comme si j'avais pas entendu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réentendu, mais plus proche. Ça s'était rapproché. Oh, encore plus flippant, quoi. Encore plus. C'est ça. Et du coup, à ce moment-là, toi, t'es petit, tu
tu te dis, ok, je peux pas ignorer, en fait, du coup, si je fais semblant de pas écouter et que ça se rapproche, bon, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, j'en suis encore, c'est que je suis sortie de ma chambre. Je me suis dit, bon, Ouais. je vais faire un tour. Et en fait, cette voix-là, elle revenait aussi la nuit. Alors là, c'est encore plus C'est encore flippant. pire. Et du coup, attends, je t'arrête juste une question. Quand tu dis soit je l'ignore, soit je l'ignore pas. Quand tu l'ignores pas, en fait, concrètement, tu fais quoi? Juste tu l'écoutes? J'avoue que en fait, à ce moment-là, je me posais pas autant de questions. Oui, je comprends, ouais. Je comprenais pas déjà comment c'était possible que je vois rien, mais je Et vois que tu entends personne, quelqu'un. et que j'entende comme si on me chuchotait dans l'oreille. Que, en plus de ça, c'est vrai que je me suis jamais dit je vais pas ignorer. Je me suis plutôt dit je vais ignorer parce que Ouais. ça fait un petit peu peur quand même. Ça a l'air un petit peu, ça sort un peu des sentiers battus. Et ça Ok. m'est arrivé plusieurs fois d'essayer d'ignorer pour le coup. Ouais. Parce notamment la nuit, où il y a eu une fois où c'est arrivé la nuit, malheureusement. Et en fait, pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est que je me souviens très très bien des sensations que Ouais. j'avais dans mon lit, parce que c'était vraiment marquant. Si tu veux, c'était vraiment au milieu de la nuit. J'avais déjà fait ma première partie de sommeil, de rêve, si tu veux, Mhm. et je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'avais chaud, parce qu'en fait, en gros, j'ai beaucoup de détails, mais j'avais un lit double, puis je dormais toujours que d'un côté, et j'avais chaud parce que j'avais dormi que de ce côté-là. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me tourner du côté qui est un peu plus froid. Et en fait, bon, je me suis mise sur le côté, et là, j'ai réentendu la voix qui, pareil, disait mon prénom. Ouais. C'était toujours une voix un peu chuchotante. Et pareil, je me suis dit, non, je dors, je fais Fais-moi la ignorer. paix. Et ça s'est rapproché aussi, pareil. Et là, j'ai dit bon, j'étais comme ça, je me souviens, j'étais vraiment comme ça. Bon, Mhm. est-ce que je regarde ou pas? Parce que pour le coup, c'était Et vraiment, oui, ouais, c'est ça, c'est que tu te dis, mais il y a quelqu'un, en fait, quelque oui, part. et vraiment, du coup, je me suis tournée, j'ai regardé, et là, je vois une ombre qui est sur mon lit. Donc moi, j'étais sur le dos. Mhm. Et c'était une ombre, vraiment comme une silhouette noire, si tu veux, qui était par-dessus, au-dessus de Et moi en fait. une silhouette humaine, quoi, comme une silhouette Humaine, humaine. humaine pour le coup. Et j'avais bien senti que c'était plutôt féminin. Et la voix, enfin la voix, du coup, tu dis c'est un chuchotement, du coup, c'est pas forcément facile de déterminer, mais c'était plutôt une voix féminine. C'était plutôt une silhouette féminine. Donc Mais c'était plus dans la la silhouette. voix, ça te parlait pas, c'était pas la La voix de voix, quelqu'un, tu. j'aurais pas pu deviner. Et puis encore une fois, j'étais vraiment très jeune, 5-6 ans quoi. Ça s'est rapproché. Et à ce moment-là, blackout, je me souviens plus de la suite, si tu veux. Je pense que je me suis endormie. J'ai essayé, dans le peu que je me souviens, ça se rapprochait et j'ai essayé de me défendre ou de résister un petit peu. Et en fait, après, je me souviens plus. Je pense que je me suis endormie. Bon, le lendemain, je me suis Mm. réveillée, tout allait bien. Mais ça a été quand même un épisode assez marquant, très marquant, que j'ai oublié à un moment donné, puis après qui est revenu à la mémoire, on va dire, quand j'étais un peu plus vieille. Voilà. Oui, tu l'as oublié pendant un moment parce que du coup, il y a un moment où tu as décidé un petit peu de couper, d'éteindre, d'ignorer tout ça. Oui, Enfin, je suppose qu'à 5 ans, c'est flippant. Est-ce que tu as osé en parler à tes parents ou est-ce que c'était tellement improbable que c'était c'est vraiment, difficile de. j'avoue que moi-même, je me pose la question, je me dis pourquoi j'en ai pas parlé à mes parents, parce que pour le coup, j'ai pas souvenir d'avoir un jour essayé de raconter Ouais. quelque chose ou quoi. C'est vrai que quand on est petit, on a plutôt tendance à dire ah j'ai vu un monstre. Mm. Non, en fait, je pense qu'il y avait une partie de moi qui savait que c'était Que quand même c'était très particulier, ouais. ouais, que c'était quand même, c'était très réel pour le coup et très particulier en effet. Donc, je t'avoue que j'y ai pas pensé en fait à Mm. en parler à mes parents. Mais apparemment, bon, pour aller un peu plus loin ou même remonter un peu plus loin, ma mère m'avait raconté une fois quand j'étais encore vraiment tout bébé. Bon, pour le coup, on était en voyage, on n'était pas en France, on Ouais. était en Nouvelle-Calédonie. C'est le pays d'où vient mon papa. Et là-bas, en fait, c'est très fréquent. Pour eux, c'est normal en fait qu'il y ait des Ok. esprits, etc. C'est vraiment dans la culture, c'est normal. Mm. Donc moi, j'étais bébé à ce moment-là.
Et pour le coup, je m'en souviens pas, mais c'est ma mère qui m'a raconté que en faisant mon bain, elle m'a laissé 5 minutes le temps de faire un aller-retour. Et quand elle est revenue, elle m'a trouvé en fait dans la salle de bain en train de regarder la porte et de dire, enfin apparemment je pointais du doigt la porte et de Ouais. dire, maman, il est où le monsieur tout blanc? Et en fait, ma mère, qui est aussi assez sensible, avait déjà senti qu'il y avait des petites choses quand même dans la maison de ma grand-mère à ce moment-là. Du coup, ça lui a fait peur et elle m'a sorti du bain illico presto parce elle avait déjà un petit peu senti des petites choses. Mais apparemment, du coup, c'était déjà assez inné de sentir ces choses-là. Ouais. Donc voilà, puis un jour j'ai décidé de couper parce que j'étais en train de jouer dans ma chambre et que Mhm. pareil, encore une fois, c'est revenu. Et là j'ai fait bon, euh, stop. Bon, j'avais 7 ans à peu près. J'ai dit stop, je veux plus entendre. J'ai dit je veux plus entendre. Alors je sais pas trop exactement à qui je parlais, mais intérieurement je me suis dit on va tout couper, on va faire vraiment comme si ça n'existait pas parce que Mhm. c'était trop en fait au bout d'un moment. Ça fait Ouais, beaucoup c'était oppressant un d'informations. peu, ouais. Ça fait beaucoup d'informations en fait pour un enfant de capter déjà son Mhm. environnement physique avec ses parents, sa famille, etc. Et en plus, un environnement qui est invisible. Ça faisait quand même beaucoup. Entre 7 et 10 ans, j'ai vécu à peu près une vie Normal. d'enfant normale. Parce que du fait, en fait, que tu as choisi de l'ignorer, c'est pas revenu. Je pense que j'ai un petit peu demandé je sais pas, là-haut, quelque Ah, chose ouais. de couper en fait Ouais. le Genre, non, contact. je suis pas prête, là, arrêtez. Non, c'est ça, c'est ça. Et du coup, pendant ces années normales, tu m'as dit que tu menais quand même une enquête où tu t'étais beaucoup renseignée, parce que finalement, Oui. même si tu essayais de l'ignorer, bah, c'était quand même arrivé et tu cherchais des explications. Oui, je pense que j'avais quand même une certaine fascination pour tout ce qui avait attrait à des choses un peu, à l'époque on me disait surnaturelles. Moi, je trouvais ça assez incroyable et en même temps, comme il y avait une partie de moi qui avait oublié cette première partie de l'enfance, je me disais, ah, mais c'est vrai que c'est fascinant, ce genre de choses, qu'il y ait des gens qui témoignent de ça, etc. Et du coup, ben, très tôt, mon premier livre, ça a été de lire Les secrets de Laura de Rampa. Ça te correspondait bien le titre, du coup? Alors, c'est Laura, L apostrophe Aura, hein, le livre. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Mais pour le coup, j'étais assez fascinée. C'est la première étape, si tu veux, assez fascinée sur comment les gens ils font pour voir des choses que les autres voient pas. Et du coup, ça a été le début un petit peu de cette petite enquête. Je pense que je cherchais un petit peu des preuves inconsciemment de ce que j'avais Ouais. déjà un petit peu vécu. Parce que toi, tu l'avais oublié vraiment. À ce moment-là, Ouais, tu ne repensais pas que ça t'était arrivé. C'était pas ça m'est arrivé, il faut que je trouve des explications. Tu avais complètement oublié les événements de quand tu étais toute petite, mais tu sentais quand même que c'était un sujet qui t'appelait quelque part, que tu ouais. avais besoin de creuser, quoi. Tout à fait. Oui, j'avais vraiment oublié pour le coup. Au moment où j'ai Mm. coupé, j'ai continué ma vie, puis je pensais à autre chose, et puis peu à peu, ça s'est un petit peu rangé dans un tiroir de ma mémoire, Mhm. et c'est revenu après, vraiment, des années après. Hein. C'est même pas revenu au moment où je lisais les livres. C'était comme si j'avais fait un peu peau neuve et que je découvrais quelque chose. Au début, c'était Ouais. un petit peu ça. Puis au fur et à mesure, cet attrait, cette fascination, cet appel vers tout ce qui a un rapport avec l'invisible, je me suis dit, bah tiens, c'est quand même étrange que ça m'appelle autant, alors qu'autour de moi, personne ne se pose la question plus que Mm. ça, tu sais, la vie après la mort, Mm. etc. Et là, je vais avec ma mère et ma grand-mère à la FNAC, et puis j'avais 11 ans, très jeune encore aussi. Ouais. Et je regarde un peu dans les livres, tu sais, de philo, tout ça. Puis il y avait une partie un petit peu ésotérique. Je crois que ça s'appelait pas exactement comme ça à l'époque. Ça s'appelait occulte, sciences Mm. occultes. Ça s'appelait Mm. comme ça. Bon, comme ça avait un petit peu peur le titre, mais. Et puis mon regard se pose sur un livre qui parle de personnes qui étaient capables de sortir de leur corps et de Ok. voyager. Et ça s'appelait Récit d'un voyageur de l'astral. Alors je le regarde, ah bah qu'est-ce que c'est l'astral et tout. Puis je prends ce livre et puis je vais À le 11 lire. ans. Alors, c'est pas Ouais. du tout la cible, quoi. C'est vrai que pour le coup, en y réfléchissant,
j'étais vachement jeune quand même. Mais je lis ce livre et puis là, ça commence un petit peu à faire sens. Pour le coup, c'était vraiment un peu des voyageurs de l'invisible qui racontaient, qui voyaient. Ils donnaient en fait un autre angle de vue sur la vie humaine, mais depuis l'invisible, si tu veux. Et puis qui voyageaient aussi dans d'autres dimensions, qui étudiait un petit peu qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Mais pour le coup, c'était vraiment inconnu, ce genre de choses. C'était très, très, très... un public très restreint, en fait. C'était tout nouveau. Et du coup, après, j'ai été intuitivement... J'ai continué un petit peu mes recherches, mon enquête là-dessus. Et après, je suis tombée sur un site internet de messages canalisés. Elle est toujours là. Elle s'appelle Monique Mathieu et le site était Du ciel à la terre. Et il y avait des C'est quoi du coup tu appelles les messages canalisés? Un message canalisé, ça va être... alors dans ce cas-là, c'était vraiment une personne qui captait des messages, mais qui venaient de fréquences très très hautes, si tu veux, ou d'être lumineux très très haut. On a l'habitude de considérer qu'il y a, voilà, on va dire le paradis et l'enfer tout en bas pour schématiser. Bon bah là, ça venait d'êtres qui étaient vraiment assez élevés. Et quand on dit canaliser, c'est qu'en fait la personne, elle laisse. Au début, c'était plus des incorporations d'êtres très hauts, mais ça se fait plus exactement comme ça maintenant. Mais la personne laisse parler l'être en question. Ah, comme si l'être, il prenait possession de son corps pour parler, en Ouais, fait. en gros, c'est ça. Mais c'est toujours d'un commun accord, c'est pas imposé dans ces choses-là. Mais en tout cas, du coup, ce n'est plus la personne qui parle, c'est vraiment l'être en question qui délivre un message. Et c'est vrai que je me tenais un petit peu au courant, je disais les messages, parce que c'était des messages d'actualité sur ce qui se passait au niveau de la planète à l'époque. C'était en 2015 à peu près. Okay. Donc, et je me souviens d'un message pour le coup en 2015 que j'avais lu et qui disait: vous verrez, pour l'instant là on parle de spiritualité entre nous, mais bientôt ça va devenir à la mode. Et c'était en 2015 et le message disait qu'il y aurait des mots dans le vocabulaire qui seraient un petit peu disséminés par-ci par-là et ça va devenir une mode en gros. Et c'est devenu une mode là à l'heure actuelle, c'est devenu très très répandu. Et puis voilà, après j'ai eu d'autres références petit à petit qui m'ont amené à redévelopper un petit peu ma sensibilité. Mais du coup, c'est venu à toi ou est-ce que toi, tu t'es souvenu que tu avais eu ces expériences et du coup, tu as eu envie de les exploiter par curiosité pour aller un peu plus loin? Ça s'est pas vraiment fait comme ça. En fait, j'ai d'abord cherché à me dire: je vais développer mes capacités parce que j'avais complètement oublié que je les avais déjà. Et c'est en les redéveloppant, mais ça s'est fait vraiment petit à petit. Hein. Ça se fait pas comme ça. Qu'après, il y a eu des souvenirs qui sont revenus en fait à ma mémoire et après, je me suis rendu compte que en fait, ça a toujours été là. C'est juste que ça fait genre que ça n'existait pas. Mais ça a été tout un chemin pour retrouver, si tu veux, le point de départ. Et du coup, en parallèle, donc là, tu avais toutes ces expériences et toutes ces recherches sur le côté un peu spirituel. Alors, je sais pas si c'est le bon adjectif. Et à côté de ça, donc toi, tu grandis et tu fais des études d'art appliqué. Tu es toujours beaucoup dans le dessin. C'est toujours quelque chose qui te parle beaucoup. Oui, j'ai fait des études. Alors, j'ai commencé un cursus artistique au lycée et en parallèle, j'avais toujours un petit peu mes études artistiques d'un côté et mon cheminement à moi très secret, spirituel, où je me questionnais, je lisais beaucoup de choses, etc. Et en même temps, j'observais aussi. Et ça, t'en parlais à personne? Non, vraiment. Et tes parents, enfin là, tu m'as dit que tu étais à la Fnac avec ta maman. Elle s'étonnait pas que sa fille achète des livres. Je pense qu'elle le sentait un petit peu, mais c'est vrai que je lisais des livres quand même. Ouais, c'était très particulier à 11 ans. Particulier. Et même après, assez particulier, c'est vrai. Je pense que, alors honnêtement, je sais pas trop, mais je pense qu'elle se disait, ça lui parle, et puis elle allait peut-être pas plus loin sur le questionnement là-dessus. C'était une passion comme ça, quoi, un sujet qui t'intéressait, et voilà, c'est tout. Peut-être.
peut-être. Mhm. Mais ça a toujours été là et moi j'allais vraiment au fond du truc et ça m'intéressait beaucoup de lire en fait des témoignages de gens qui avaient expérimenté telle chose ou quoi. Mais c'est vrai que j'avais toujours un peu ces deux vies parallèles, Ouais. la vie artistique et la vie spirituelle, on va dire. Et quelque part aussi, je sentais un petit peu que c'était pas le moment d'en parler encore. Que vraiment, moi j'ai vécu l'époque où il y avait rien sur le sujet, il y avait 3 livres dessus. Ouais. Et petit à petit, on voit qu'il y a des vagues un petit peu. Ça s'est un petit peu démocratisé après. C'est ça, bah, il y a eu la mode de la loi de l'attraction, il y a eu la vie après la mort, on en parlait beaucoup, il y a eu l'émission des 30 histoires surnaturelles, etc. Enfin, ça venait un petit à petit comme ça. Mais du coup, c'est vrai que pendant mes études artistiques, en fait, au fur et à mesure que je travaillais sur ma créativité, Mhm. je me suis rendu compte, que ce soit pour des projets de design ou quoi, que mon écran mental, si on peut dire, la vision interne, Ce qui se passe dans ta tête, quoi. Enfin, ce qui se passe dans la tête, bah, elle devenait plus accrue, plus précise. J'avais des idées un peu plus poussées. Ce qui est bien que, en fait, ça s'est développé dans le même temps, cette vision, cette clairvoyance, si on peut dire, au parce fur et à que mesure, ouais, que tu développais toutes tes capacités artistiques, en fait. c'est Ok. ça. Parce qu'en fait, ça passe par le même tuyau, si tu veux. Ça Ok. passe par le même tuyau. Et c'est vrai qu'on a longtemps décrié l'imagination, Mhm. mais en fait, l'imagination, c'est un outil qui permet justement d'accéder à d'autres visions. D'accord. On peut s'en servir Oui, pour parce qu'en créer. fait, l'imagination, par définition, de voir quelque chose qui n'existe pas. Exactement, Ouais. c'est ça, c'est ça. Si tu veux, un artiste, il est naturellement câblé pour capter des choses qui n'existent pas encore ou Mhm. pour créer certaines choses. Alors après, en fonction de l'orientation de l'artiste, il va capter certaines idées plus ou moins connotées, Mhm. mais globalement, on les pioche toujours dans l'invisible en fait. On les pioche Ouais. toujours dans ce qu'on appelle l'astral. Et l'astral, c'est un peu une dimension qui est globalement, c'est un petit peu une grosse masse de choses. Il y a plein de choses en fait dedans. Et du coup, c'est là que les artistes globalement piochent leurs idées. C'est un peu la première manne, si tu veux, dont on se sert. Et du coup, c'est ce qui a fait que je me suis développée cette Mhm. fameuse vision petit à petit. Et après, j'ai aussi développé, redéveloppé mon intuition en faisant quelque chose d'assez particulier qui est sympa, je trouve, à tester. C'est que comme j'étais sur Paris, je faisais mes études sur Paris, il y avait souvent l'histoire de prendre le métro ou de se balader dans les rues de Paris ou de trouver son chemin. Et ben, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais pas regarder Google Maps, je vais essayer de savoir quelle rue je dois prendre, rien que par intuition. Et D'accord. C'est ça marchait ambitieux. plutôt bien. Ah Ça ouais, marchait plutôt c'est bien. fou ça. Ouais. Le GPS, En fait, GPS intégré. c'est ça. Alors, je le faisais pas tout le temps, mais je le faisais. Des fois, je testais un petit peu. Bon, bah, je sens que je dois aller plus par là ou par là. Et en fait, je ressentais dans mon corps où ça me disait d'aller. Bon, Ok. en fonction de où je me tournais, et ça fonctionnait plutôt bien. C'est un drôle d'exercice. Et du coup, tu m'as parlé d'une aura que tu as perçue chez Ouais. quelqu'un à la caisse d'un supermarché. Oui, oui. Alors, c'était entre 2 diplômes. J'étais revenue à la campagne chez ma mère pour travailler l'été. Donc, Ouais. j'étais à la caisse et je passais. En fait, j'avais vraiment la tête dans Mhm. Dans tes articles, les là. articles qui passaient. En fait, j'ai même pas eu besoin de voir la personne tout de suite Mhm. pour sentir déjà qu'il y avait comme une émanation qui venait de cette personne. Et en fait, quand j'ai regardé, c'est pas la personne que j'ai vue tout de suite, c'était d'abord son émanation, si tu veux. C'est d'abord son aura. Et ce qui est souvent mal compris, c'est qu'en fait, l'aura, on voit pas ça avec la vision physique. Mhm. On voit ça avec la vision interne qu'on utilise pour visualiser une carotte ou une piscine, par exemple, mais ça se superpose à la vision physique. Et des fois, C'est-à-dire qu'en même temps que tu vois la personne comme n'importe qui voit quelqu'un, toi, tu as ton image mentale de son aura. exact. Et la grosse différence avec, on va dire, un travail d'imagination, c'est que là, c'est pas quelque chose que j'ai sollicité C'est spontané, intérieurement. ouais. Ça C'est s'impose à toi. venu
exactement, ça s'impose à toi en fait. Et cette dame-là, elle avait une aura très très blanche. Pour le coup, c'était la première fois que je voyais ça. C'était assez une grande fumée blanche si tu veux. Oui, Ouais. imagine un petit peu. Et il se trouve que c'était une dame qui par la suite m'a aidé à préparer mon book pour rentrer dans d'autres écoles que je voulais faire et elle m'a aidé gratuitement. Du coup, c'était une bonne rencontre. Ouais, en fait, cette aura, c'était, je sais pas, un signe que c'est une personne qui aurait un rôle dans ta vie. Donc, certainement, ouais, Ouais. peut-être. Je m'étais pas dit ça au début, mais pour le coup, ça s'est vérifié après. Et dans ta tête, quand il se passe ça, tu réagis comment? Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis folle. Alors, avant que ça n'arrive, en fait, j'avais déjà fait tout un chemin de reconnexion en fait à ses capacités et ça vient vraiment petit à petit. Ça s'est fait progressivement. C'est pas juste d'un coup, paf, tu vois un truc, tu sais Ouais. pas d'où ça sort. C'est que ça s'est fait vraiment au fil du temps. T'as dû t'entraîner un Et peu pour ça, pour je que me suis un petit ça. peu Ouais. entraînée, c'est ça. Je me suis un petit peu entraînée dans ma chambre, tranquillou. Et puis un jour, c'est venu et je me suis juste dit que c'était très beau parce qu'on sentait vraiment quelque chose. Aussi avec le corps, c'était pas que la vision. Mais c'est Et une intuition, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, tu oui, ressens sauf quelque que chose. l'intuition, oui. Alors l'intuition, c'est plus quand même, c'est plus quelque chose qui te permet d'avoir les réponses Mhm. à tes questions. Là, c'était vraiment une vision éthérique, si tu veux, une vision un peu plus subtile, parce que j'avais pas posé de questions, j'avais juste senti un truc avant de voir, et ça crée en fait une sorte de dilatation, si tu veux, dans le corps quand c'est positif. Mais tu dis que ça s'impose à toi, mais du coup, tu vois l'âme de tous les gens. À chaque fois que tu croises quelqu'un dans la rue, tu vois Non. quelque chose autour de lui, non? Non, 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 ça serait trop Épuisant. d'informations Ouais. à traiter. Si tu veux, c'est comme un médium. Un médium, il va pas tout le temps se brancher sur la Ouais. personne pour recevoir des informations. Surtout qu'en plus, il y a quand même une certaine éthique dans la spiritualité qui Mm. est que normalement, on n'a pas le droit de lire une Chez les gens. personne parce que c'est comme si tu te déshabillais en fait la Mm. personne pour son accord et ça malheureusement il y a encore beaucoup de praticiens qui le font parfois des visées purement commerciales alors que Mm. c'est vraiment pas autorisé. Moi ça m'est déjà arrivé de rencontrer par exemple un énergéticien qui m'a délivré un message mais qui n'avait pas été sollicité et Mm. pour le coup en plus le message bah il m'a pas apporté grand chose parce que je savais déjà Ouais. ce qu'il me disait. Par contre, la sensation qui est assez désagréable, c'est que tu as l'impression que la personne, elle t'a scanné. Oui, je vois ce que Et, tu veux dire, et oui. toi, Mm. t'as pas demandé. Donc non, dans la vie de tous les jours, je vais pas Oui. forcément percevoir tout le monde. Déjà parce que ça fait trop d'infos. Et puis le cerveau humain, il a son attention, sa focalisation quand il fait les choses. Mm. Par contre, c'est vrai que parfois, spontanément au travail, ça m'est déjà arrivé de percevoir des émanations, mais ça reste assez ponctuel quand même. Mm. C'est parce qu'il y a un message qui est tellement fort que, il n'est pas possible à Souvent, ignorer. ça me concerne. Si je perçois l'aura d'une personne ou les intentions d'une personne, c'est que ça me concerne et que ça va me servir à moi dans l'interaction avec cette personne. D'accord. Et là, en l'occurrence, du coup, cette personne, c'est quelqu'un qui a recroisé. Alors, je parle de la personne au supermarché. Donc, tu l'as croisée dans ce cadre-là. Tu étais à la caisse, elle passe et tu vois son aura. Et du coup, c'est quelqu'un que tu as retrouvé, mais dans un autre contexte par hasard. Ou est-ce que c'est cette rencontre au supermarché qui a fait qu'après, elle t'a aidé dans ton parcours? En fait, quand je l'ai croisée la première fois en voyant cette aura blanche, en fait, spontanément, je me suis mise à la regarder et à essayer bah, je disais bonjour. Et Mm. puis, elle aussi, de son côté, c'est comme s'il y avait une attirance aussi, une Mm. reconnaissance, si tu veux, et spontanément, on s'est mis à discuter. Et c'est comme ça que, bah, comme elle revenait souvent, en fait, Mm. mais je l'avais jamais vue avant, mais elle m'a proposé au fur et à mesure des discussions bah, de m'aider en fait à faire mon book, etc. Et ça s'est fait comme ça. Ah oui, comme si la vie t'avait donné un signe que cette personne, elle peut t'aider. Faut créer une connexion avec elle, quoi. C'est ça, mais ça s'est fait vraiment naturellement pour le coup. Et t'as d'autres anecdotes comme ça de personnes où t'as Ouais, perçu l'aura un petit peu par hasard? j'ai perçu une fois une aura qui avait une couleur un petit peu jaune pipi si l'on peut dire, un petit peu c'était un jaune sale si tu Ouais. veux. Mais pour le coup, pareil, c'était pas sollicité, c'était en soirée.
Et je me souviens que cette fille-là, en plus, je la connaissais pas du tout. Elle s'était approchée pour nous parler de quelque chose. Mhm. Et là, je vois une aura qui est jaune sale et trouée en plus. Il y avait des trous dans cette Du coup, aura-là. c'est comme un masque, je sais pas, devant la personne, ça fait... C'est un peu comme une fumée. C'est un peu ça. C'est un peu comme une fumée et tu as des mais jaune couleurs avec et des des trous. formes. C'est ça. Et c'était la D'accord. première fois que je voyais une aura trouée pour le coup. Mhm. Et je savais pas que ça existait. Et c'est plus tard, pareil, en lisant mes fameux livres, que là, j'ai découvert une page qui expliquait en fait les couleurs, qu'est-ce que ça pouvait Ok. signifier, et même que ça arrivait qu'une aura soit trouée des trous, parce que en gros, la personne, elle avait une fuite dans son énergie. Ça se montre en fait dans son aura. Cette personne-là, elle vivait une séparation. Mhm. Et donc, c'était assez compliqué avec son partenaire chez elle. Donc, je pense certainement que c'était un petit peu lié à ça. Mais voilà, c'est des personnes que je croise comme ça. Donc, oui, pour cette anecdote-là, c'était encore nouveau. Il y a un moment un peu charnière dans ton parcours où tu rencontres, où tu découvres pardon, ce que tu appelles l'art vibratoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et ce que tu as ressenti quand tu as Alors découvert tout oui, ça? ça s'est fait vraiment. Alors pour le coup, ça s'est fait vraiment par hasard, mais pas totalement parce que c'était tellement. Si tu veux, j'ai croisé une personne dans le rayon spiritualité ésotérique d'un magasin où Ouais, moi je cherchais un livre et cette personne-là cherchait un autre livre. Et spontanément, pareil, il se dirige vers moi, il me dit est-ce que vous connaissez tel livre? Je fais non, etc. Puis la conversation commence à passer et il se trouve que c'était une personne qui pratiquait le Reiki. On s'est liés d'amitié et cette personne-là m'a dit bah tiens, on va au salon du bien-être. Il y a des gens que je dois voir là-bas et pour le coup c'était bien-être holistique mhm, dans toute sa splendeur et j'y suis allée et c'est là que je vois il y avait des artistes qui faisaient des peintures un peu énergétiques et mon ami aussi avait ce genre de peinture chez lui et c'est vrai que quand on allait chez lui on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui émanait de ces œuvres-là et que ça changeait en fait toute l'ambiance de la pièce et même ça change aussi comment on se sent nous d'accord. à l'intérieur. Et comme je venais souvent chez lui, bah des fois quand je vivais des choses pas faciles ou des petits problèmes au travail ou quoi, c'est vrai qu'en restant dans la pièce où il y avait cette œuvre vibratoire, C'était mieux. ça allait plus vite quand même au niveau de la réflexion personnelle. J'avais un peu comme, on pourrait dire, des petites illuminations en fait Mhm. dans la conscience, des intuitions plus prononcées. C'était moins subtil que dans la vie de tous les jours où des fois on peut un petit peu zapper. Mais là, c'était quand même assez très présent. Et je me suis dit, je lui ai demandé, bah, comment on fait ça c'est qui fait ça, etc. Puis là, il me dit, en fait, c'est des artistes qui font des canalisations. Puis dans ce domaine-là, c'est vrai que être canal, c'est le stade un petit peu au-dessus parce que ça démontre une certaine maîtrise. C'est comme si tu traduisais un peu. T'es le C'est ça. traducteur entre eux. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, intérieurement, j'ai rien dit, mais je me suis dit, ah, mais j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire Ouais. ça et tout. Ça s'est pas fait tout de suite. Un an plus tard, j'ai commencé, quand je dessinais, en fait, à avoir des images spontanées, des images spontanées qui s'imposent. Pour créer, pour dessiner. Je me suis dit, tiens, je vais suivre petit à petit ces images spontanées. Et c'était des images un peu abstraites Non, où ça c'était des images représentait. qui quand même s'adaptaient bien à mon style que j'avais à l'époque, mais j'avais pas pris le temps de réfléchir à la composition, machin. C'était déjà fait dans ma tête. Il fallait juste que je le refasse le plus fidèlement possible. Et puis après, il y a eu plein d'autres étapes. J'ai commencé à avoir la main, enfin les mains qui chauffent, mais c'était pas une chaleur, tu sais, extérieure. C'est vraiment une Mhm. chaleur interne au niveau de la paume de la main. Puis là, je me suis dit tiens. Est-ce que j'ai du magnétisme qui commence à sortir? C'était la première fois que je voyais ça. Et ça se mettait à chauffer quand j'étais dans des endroits en particulier ou à côté de certaines personnes. Pouf, ça se mettait à émaner de la chaleur. Et bon, je me suis pas posé plus de questions que ça.
Mais ça s'est développé en fait aussi, pareil, au fur et à mesure du temps. Je commençais parfois à parler d'une situation de certaines personnes que petit à petit le ressenti dans mes mains s'est affiné. Et parfois, par exemple, si je parlais de quelque chose de négatif, je pouvais avoir une sensation dans mes mains ou comme si ça se voilait ou comme si je perdais un tout petit peu de sensibilité au niveau des doigts. Pile au moment où je parlais d'une situation ou de quelque chose. Et puis après est venu. Alors comment j'ai su que je pouvais canaliser? Je me suis juste dit intérieurement, je vais essayer de le faire. Je vais le faire. Mais là, du Mais coup, c'était pas forcément lié à une personne, c'était dans l'atmosphère un peu. Il y a des endroits ou des moments où alors, tu te connectais à quelque chose. je pense cette sensation de main qui se voile un peu ou alors qui se met à chauffer, c'est souvent des indicateurs en fait. Alors que ce soit lié à la personne ou pas, je ne sais pas trop pour Mm. l'instant. Je mène un petit peu mon enquête, mais il m'est arrivé par exemple une fois d'aller dans un parc où il y avait beaucoup, beaucoup de personnes. Et Ouais. là, sans trop savoir pourquoi, ma main s'est mise à chauffer, mais super, super fort. Mm. Vraiment, comme s'il y avait un gros vortex en fait dans ma main. Puis je me suis dit, mince, c'est quoi? C'est les gens? C'est. Bon, après, bien sûr, ça s'est arrêté. Et ensuite, m'est arrivé un épisode avec une amie qui, en fait, a eu ce qu'on appelle une attaque. On appelle ça des attaques psychiques. Et spontanément, en fait, je me dis, bah, est-ce que tu me permets? Je vais mettre mes mains. Parce que c'est Et vraiment comme si c'est quoi du coup que tu appelles une attaque psychique? alors, une attaque psychique, c'est souvent des personnes mal intentionnées qui s'y connaissent un peu Mm. dans ces domaines énergétiques et qui vont viser une personne en D'accord. particulier. Donc, c'est assez dark, mais pour le coup, je la voyais, elle était avec moi, on prenait un café et puis elle me dit, ah Laura, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Et instinctivement, je lui dis, ben, écoute, est-ce que je peux essayer quelque chose? Parce qu'en fait, elle me disait qu'elle ne voyait plus d'un côté. Mm. Puis elle me dit, parce qu'elle avait fait des études en médecine, puis elle me dit, ah mais je crois que je suis en train de faire un AVC ou quelque chose. Je dis, attends, est-ce que je peux mettre mes mains sur ta tête? J'ai jamais fait ça, mais instinctivement, je me suis dit, je vais tenter quelque chose. Et là, je commence à poser mes mains sur sa tête, et instinctivement, j'ai la vision psychique qui s'ouvre, et je vois tout en fait, ce qui se passe dans son aura, mais aussi à l'intérieur de sa tête, mais d'un point de vue énergétique, hein. Je vois pas forcément son cerveau ou Mm. quoi, je vois vraiment comme des masses contractées. Il y avait des fils aussi autour de sa tête. Je commence à voir tout ça, puis je me dis, ok, je vais essayer en visualisant que mes mains se prolongent dans sa tête, je vais essayer de retirer en fait la masse que je vois et les choses qu'il y a tout autour. Puis là, je commence à faire mon truc. Mais vraiment, j'ai jamais fait ça. Je commence à retirer. Et là, à ma grande surprise, elle réagit comme si j'avais vraiment retiré Un quelque chose. soulagement, quoi, quand même, un Ouais, soulagement. un soupir de soulagement. Et là, je me dis, C'est fou. pourquoi j'avais peur pour le coup? Ah oui, j'invente pas en fait. Ce que je vois, c'est vraiment ce que tu sens. Et quand je l'enlève, c'était comme ça, vraiment, ça a remis un peu ma vie en question, je te l'avoue. J'invente pas, c'est bien réel. Et puis après, je suis tombée sur un livre parce que je me posais la question, bah, est-ce que je peux vraiment canaliser, etc. Puis je suis tombée sur un livre qui parlait de canalisation, justement. Ouais. Et en ouvrant le livre, La bonne blague, je vois que ça parlait de canalisation physique, c'est-à-dire faire passer l'eau, le chantier, pour faire passer les Mhm. eaux sous la terre, etc. Puis comme j'avais déjà un peu l'habitude de recevoir des messages ou des signes par ce biais-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, mes guides, ils me font un petit peu la blague en mode, bah oui, t'inquiète, c'est en cours de chantier. Puis après, j'ai eu mes premières clientes. Et là, c'est là que j'ai commencé à vraiment découvrir en pratique comment ça pouvait se passer pour moi de canaliser une âme, une partie supérieure en fait de la personne que j'avais en face de moi. Donc, canaliser, c'est voir l'âme de la personne et la transcrire dans tes dessins, en fait. Canaliser,
c'est laisser l'énergie, si tu veux, l'énergie de l'âme. Parce qu'une Ouais. âme, pour être un petit peu claire, elle n'a pas de forme. Beaucoup, on aime bien imaginer que l'âme, en fait, elle a une forme humaine et tout. En fait, non. C'est un peu comme, pour imaginer, c'est un petit peu comme une boule d'énergie toute blanche, Mhm. qui est complètement pure et qui n'est pas altérée par les épreuves humaines, si tu veux. Elle reste telle qu'elle est, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, toutes ses capacités. Et du coup, canaliser, c'est laisser une partie de cette énergie-là passer dans son corps. Et donc, en fait, on ressent vraiment physiquement. Et ensuite, moi, comment je travaille, c'est que je traduis, en fait, par impulsion, cette énergie-là qui passe dans mon corps, D'accord. en la dessinant. Ok. Et du coup, tu parles de tes premières clientes parce que c'est là que tu as commencé ton activité? Oui, tout à fait. Alors au début, j'ai un petit peu, j'y suis allée un petit peu à tâtons. Je Parce que proposais tu juste, découvrais aussi à ce moment-là, c'est ça. tu étais en phase d'exploration un peu, de C'est ça, découverte. Bah, en fait, pour le coup, mon premier portrait d'âme, ça a été ma voisine, que j'avais croisée aussi, pareil, un petit peu par hasard dans mon immeuble, et qui, pour le coup, en avait vraiment besoin parce que elle approchait de la cinquantaine et que elle se voyait totalement étrangère de sa vie et en fait, elle avait l'impression de pas réellement se connaître bien Mhm. et de passer à côté de sa vraie vie, en fait. C'était ses mots. Et pour le coup, c'est vrai en me connectant à elle, au début, j'ai commencé à percevoir son aura. Et c'était comme elle ressentait beaucoup de colère, en fait, souvent, les personnes que j'accompagne, elles sont un petit peu en colère parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont bloquées par quelque chose, que ça avance pas, etc. Donc, il y a beaucoup de sentiments d'injustice et de colère. Et du coup, son aura, elle était rouge, mais c'était un rouge un peu chaotique, Mhm. désordonné, si l'on peut dire. Et du coup, on fait le rendez-vous. Donc, j'échange avec elle en visio. Et puis, elle me parle en fait de ce qu'elle vit, de ses De sentiments ta et situation, ouais. de sa situation. Et c'est un peu comme ça que je me connecte à la personne. C'est en Mhm. faisant une discussion, comme si je parlais avec une de mes amies. Mhm. Mais en fait, là, on discute, mais on va au fond des choses. C'est-à-dire que je pose des questions qui font que la personne, elle va chercher un peu plus loin que juste Mhm. ça va pas, je me sens pas à ma place ou quoi. Moi, je vais aller chercher un petit peu plus loin. Et puis souvent, les questions, elles me viennent aussi par intuition, par inspiration. Ouais. Je suis un petit peu téléguidée quand même. Je dis souvent que je suis pas vraiment seule quand je fais mon travail. Je suis toujours un petit peu avec une petite équipe derrière moi qui me souffle un peu. Tu sens où C'est il faut aller, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut aller c'est ça, chercher. c'est ça, c'est ça. Et pour le coup, c'était mon tout premier rendez-vous. Et après le rendez-vous, je me sens vraiment alourdie, comme Mhm. si j'avais absorbé toutes les charges de la personne. Donc, je me dis, bon, j'ai pas tout de suite capté, mais c'est pas grave, je vais dormir. Je dors, je vais prendre une douche et juste après la douche, c'est là que j'entre en contact avec l'âme de cette personne, que ça se présente en fait. Et c'est là Alors que elle est plus du tout en face de toi et c'est ça. C'est ok, un peu comme un rendez-vous en différé, si tu veux. ouais, Comme j'étais pas encore en état de canaliser, j'avais absorbé un ouais. petit peu une bonne partie de la colère, etc. Bon, après la douche, ça s'est bien, ça s'est fait spontanément, tout de suite. Et c'est là que je vois comment elle se présente. Mhm. Alors, pour le coup, c'est quand même une silhouette féminine, pareil, qui s'est présentée, mais qui m'expliquait un petit peu ce qu'elle attendait, ses qualités, ce qu'elle était venue faire sur Terre, etc. Et pour le coup, c'était vraiment une conversation, mais une conversation Dans ta tête. interne, c'est ça. D'accord. Et cette âme-là, elle était venue pour justement tout ce qui avait attrait à l'harmonie entre les personnes, dans les lieux, à l'amour, la beauté. Et il se trouve que ma Mhm. cliente, elle avait une passion à côté de son travail. Elle adorait organiser des mariages. Elle adorait Ouais. faire la décoration des mariages, etc. Du coup, j'y ai vu un lien, même si comme ça a l'air encore un petit peu éloigné. Mais en fait, dans la matière, c'est très concret, c'est très précis. Mais une âme, elle va avoir un peu des courants, si tu veux, Mhm. des courants qui sont peut-être un peu plus grossiers, mais c'est un peu des tendances comme ça pour un peu découvrir un peu ses aspirations profondes ou sa mission de vie, comme on aime bien le dire. Ouais. Et pour le coup, cette cliente, ça a vraiment changé.
Ça a vraiment changé du tout au tout. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que quand mes clients découvrent leur portrait d'âme, c'est qu'il y a souvent des synchronicités après qui se passent. Soit il y a une situation qui se débloque, Mhm. soit ils comprennent qu'en fait, ce qui leur arrive, c'était prévu d'une certaine façon. Il y a une compréhension différente qui se fait de leur propre vie. Et cette cliente-là, quand je l'ai recroisée plus tard, elle m'a dit, ah mais je me suis vraiment repensée en totalité. Bon, on n'a pas eu le temps d'échanger plus, mais elle m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle se sentait vraiment beaucoup plus alignée avec elle-même. Et je pense que du coup, ça a débloqué ce qu'elle sentait déjà, ce qu'elle sentait à l'intérieur d'elle-même. Mhm. Et elle s'est autorisée à le déployer beaucoup plus, en fait. D'accord. Parfois, les gens, ils ont besoin un peu d'une confirmation. Et du coup, ouais, un grand changement dans son état d'esprit, dans sa façon de prendre les choses et d'accueillir les événements. Et... Ouais, ah bah, quand je l'ai recroisée, son aura pour le coup, elle était plus du tout rouge, si tu veux. Ah Elle était ouais, plus en colère. Elle était vraiment légère. C'était comme, enfin, je la sentais vraiment comme très, si tu l'avais très contente. débarrassée de toute la colère et les frustrations qu'elle avait au début de votre rencontre. Peut-être, vraiment, en tout cas, c'était une belle première expérience de canalisation. Et du coup, comment ça se passe concrètement au moment où tu dessines en fait l'image, elle te vient en tête? Alors pareil, ça a évolué. Au début, j'avais une image qui était un petit peu déjà préaboutie, on Mhm. va dire. Mais en laissant passer 1 ou 2 semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, l'énergie que je captais, elle bougeait en fonction de l'évolution en parallèle de la personne, même si je ne la voyais pas. Rien que le premier rendez-vous, en fait, ça initiait déjà un premier changement interne en la personne. Et du coup, même si j'avais capté une première image juste après le rendez-vous, des fois ça se modifie un petit peu, ça évolue légèrement. Du coup, quand je dessine, en fait, j'attends un petit peu que l'image elle se stabilise, que l'énergie se stabilise, et après je sens une impulsion, pareil, une impulsion interne qui me dit bon bah là c'est bon, c'est le moment de dessiner. C'est presque quelque chose qui prend possession de toi Alors possession, et que tu dois exprimer, quoi. c'est pas vraiment. En fait, le terme possession, il est il est un petit peu négatif. Ouais, Il y a une c'est vrai. connotation un petit peu négative. On n'est jamais, je suis jamais forcée, si tu veux, Oui. de faire les choses. Oui, c'est ouais, une Euh, impulsion, comme tu dis, ouais, c'est ça. c'est vraiment une impulsion, mais qui va pas être initiée par moi. C'est vraiment, Mm. j'aime bien dire que c'est un petit peu ma petite équipe de guide qui me dit, qui Faut me y fait aller. passer le message. Mais ça part toujours du cœur, en fait. C'est toujours au niveau Ouais. du cœur. Tu sens une dilatation, une expansion à ce niveau-là. Et tu ressens aussi un bien-être tout en dessinant. Parce que pour le coup, c'est Ouais. des énergies qui sont quand même très hautes. Dépendant des personnes, il y a toujours une coloration un petit peu différente, mais c'est toujours un bien-être en fait. Tu profites aussi du bien-être Mm. que te procurent ces énergies-là quand tu dessines en fait, quand tu canalises. D'accord, ok. Et ça t'est arrivé déjà d'avoir quelqu'un avec qui ça marchait pas? Alors, honnêtement, non, ça m'est pas arrivé parce que je sais que quand la personne elle prend rendez-vous, C'est qu'elle est ouverte, enfin, c'est qu'elle est elle est prête, prête à te laisser. c'est que c'est bon. Par contre, il m'est arrivé d'avoir un portrait d'âme très 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 dense à canaliser. Et là, pour le coup, ça faisait pas la même sensation physique. Alors, je dis pas du tout que c'était horrible ou Ouais. désagréable. C'est qu'en fait, c'est un peu comme une décharge électrique qui passe dans un fil qui peut Mhm. accueillir qu'une certaine quantité de voltage. Bon, bah ça, en fait, ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude pour canaliser ce Mhm. portrait-là parce qu'il y avait énormément de détails et surtout énormément de présence qu'il y avait sur ce portrait-là et qui voulait apparaître, en fait, sur le portrait. Des fois, il y a un petit peu aussi les guides de la personne qui apparaissent sur leur portrait. Parce que ça peut les aider. Et là, pour le coup, je t'avoue que physiquement, ça donnait un peu la sensation, quand je dessinais, que je devais m'étirer très très haut Mhm. et en même temps très très bas pour rester ancré en fait sur terre parce que Ouais. c'était ça tirait en fait intérieurement et il me fallait 4 jours après pour m'en remettre et pour redessiner
Une heure, en Ah fait, ouais. de dessin, ça me valait 4 jours ensuite de repos parce que c'était quand même très intense et il fallait monter très très haut en fait en fréquence. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé, mais c'était une très belle expérience quand même parce que ça teste un Mais petit peu. qu'est-ce que ça dit de la personne, du coup, que ce travail, il était aussi, aussi intense et aussi prenant pour toi? Eh bien, pour cette personne-là, elle avait beaucoup elle était plus accompagnée que d'autres, mais Mhm. en fait, on repart de la petite boule de l'âme, Mhm. qui est une boule d'énergie très puissante. Et ben parfois, en fait, la personne va avoir besoin qu'une quantité d'énergie descende plus que pour d'autres personnes. Ça dépend de l'impulsion dont elle a besoin dans sa vie pour avancer. Plus la personne a besoin d'une grosse impulsion, plus l'énergie qui descend, elle va être la quantité Mhm. d'information en fait, elle va être forte si tu veux, pour que ça la pousse D'accord. encore plus. Et quand tu fais du coup tout cet entretien avec les gens, etc., je suppose que la personne, elle doit être dans un état où elle permet enfin, elle permet la lecture quelque part, parce que si elle se ferme ou si elle, je sais pas, si elle est hésitante, si ça lui fait peur, du coup, il y a peut-être une sorte de perte de connexion. Alors, il n'y a pas toujours une perte de connexion, c'est vraiment très propre à chacun. Mais j'ai eu par exemple une personne qui était très mentale, très très dans le mental, très intellectuelle, qui était quand Mhm. même intéressée pour faire son portrait d'âme parce que il sentait bien qu'il avait besoin d'avancer. Pour le coup, c'était un homme. Et pour le coup, moi, la captation que j'ai eue, elle a été très subtile. Des fois, ça s'impose très fortement et des fois, ça va être un peu plus flou ou un peu plus vaporeux, un peu plus Mhm. subtil. Mais la sensation était quand même là et en fait alors c'est m'est arrivé qu'une personne soit vraiment fermée mais pas sur le moment le premier rendez-vous où là je canalise, plutôt sur le deuxième rendez-vous que je fais où là j'apprends à la personne à connecter avec l'énergie de son portrait et à on va dire à voyager si tu veux dedans D'accord. la personne. Et en fait quand je fais ce voyage là avec les gens, je le fais en même temps que tout en restant là, Mhm. mais notre esprit, il va en fait dans des dimensions un peu plus élevées de par le portrait. Le portrait, c'est un peu comme une porte, si tu veux. Mhm. Ça m'est arrivé quand je faisais le voyage avec cette personne-là qui était un peu plus craintive, que la connexion en cours se coupe parce que en fait la personne elle avait peur parce qu'elle confondait ça avec de l'hypnose. Elle trouvait que ça ressemblait en fait à de l'hypnose. Je me suis D'accord, dit ouais. Elle avait peur, ah ouais. enfin, il avait peur de perdre le contrôle un peu ou de. Je pense que c'est vrai que dans l'hypnose, on induit un état à la personne, on induit Mhm. aussi des informations, mais l'hypnose, globalement, elle joue beaucoup sur la partie mentale et la partie émotionnelle. Moi, quand je fais un voyage, c'est aussi un soin par le portrait d'âme, c'est vraiment la partie vibratoire, donc c'est la partie, on va dire, la plus éloignée, si on peut dire, de la partie humaine de la personne. Mhm. Mais c'est justement parce que c'est la partie la plus éloignée que c'est la partie aussi la moins limitée, ou plutôt la plus illimitée, si on peut dire ça comme ça. Bon, du coup, elle a eu peur et bon, je lui ai fait quand même son petit protocole qu'elle peut faire chez Mhm. elle à son rythme, mais elle a eu très très peur parce que elle pensait qu'elle allait voir des choses, je sais pas, peut-être un petit peu traumatisantes. Généralement, quand les Mhm. gens ils ont peur, c'est que ils ont vécu des choses un peu difficiles avant. Et du coup, ça se passe comment concrètement quand tu parles avec la personne? Donc, tu as un premier entretien où tu échanges, tu poses des questions, etc. Après, tu fais ton portrait d'âme. Et ensuite, du coup, donc là, tu nous dis que tu lis le portrait avec la personne. Enfin, tu lui montres comment se connecter et Ouais. tu accompagnes comment tes clients, du coup. Bon, déjà avec le portrait, je donne toujours un petit livret où là, pareil, je canalise un message tout d'abord, premier lieu, c'est un message global qui va avec le portrait. Parfois, ça peut être un message de l'âme directement, parfois ça peut être un message des guides de la personne. C'est du cas par cas. Très souvent, ça fait écho en fait chez la personne. Après, il y a une autre partie où là, je détaille plus en profondeur tout ce qui va constituer, si tu veux, le portrait, donc que ce soit parfois une forme géométrique, un symbole en particulier, parfois une présence, un guide. En fait, je vais prendre 4 éléments clés et je vais les détailler, je vais donner la signification ésotérique et spirituelle pour que la personne, ça puisse lui servir aussi dans son cheminement personnel. Souvent, un petit peu, c'est des petites clés de sagesse que la personne est venue travailler pour cette
cette vie-là et comme ça, elle va un peu pouvoir méditer, si l'on peut dire, là-dessus. Et concrètement, elles en font quoi après de cet objet du portrait? Et l'idée, c'est de l'afficher, comme tu disais, dans la maison pour changer l'énergie. Bon, déjà, moi, je fournis une partie de portrait en format numérique, Ouais. mais aussi en format imprimable pour que la personne puisse l'imprimer de la taille qu'elle le veut et l'encadrer elle-même. Le mieux, c'est quand même de l'installer dans un endroit où elle y est souvent. Et elle peut aussi le mettre sur son téléphone, sur son écran d'ordinateur pour que ce soit un petit peu présent partout. Elle peut aussi l'imprimer plusieurs fois. C'est tout l'idée de le livrer en fait en format haute définition. Et du coup, oui, c'est vrai on n'a pas parlé du rendez-vous où là, je fais le voyage avec la personne. Si tu veux, je maîtrise un petit peu ce qu'on appelle le voyage astral. Et du coup, je Donc le là, fais c'est avec... c'est le moment où tu échanges avec la personne au début enfin, au c'est début le du deuxième projet, quoi, au rendez-vous. début de l'aventure. D'accord, ok. C'est le deuxième rendez-vous. Il y a le premier Ah, c'est là rendez-vous. lorsque vous lisez le portrait ensemble. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, première partie du deuxième rendez-vous, la personne me donne son ressenti, Mhm. positif ou négatif. Il arrive qu'il soit négatif parce que justement, ça va rentrer en contradiction avec toutes les croyances avec lesquelles la personne s'est construite jusqu'à maintenant. Et parfois, c'est un petit peu douloureux de laisser partir des croyances limitantes. Et du coup, des fois, le portrait il va venir bousculer un petit peu ça. Donc, premier temps où elle me donne ses retours. Ensuite, éventuellement, un temps de questions, s'il y a des questions sur les symboles que j'ai décodés dans son livret. Et après, on fait le voyage ensemble. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est vraiment, dans un premier temps, se relaxer et puis se concentrer sur ce qui se passe au niveau du cœur. En spiritualité, le cœur, c'est la première porte. C'est de là d'où tout va découler. Et ensuite, moi, je me place, pareil, dans le même état que la personne que je guide, mais je vais avoir parfois des petites indications propres à la personne qui vont me dire, bah tiens, demande-lui de visualiser ça, demande-lui de faire comme ci, comme ça, parce que ça va être un voyage unique en fait pour connecter avec son portrait. Et il m'est arrivé une fois d'avoir une indication en direct justement, tout en guidant la personne en visio. Et avant même que j'ai fini de dire à la personne, bah tiens, visualise que il y a une lumière au niveau de ton troisième œil, elle l'a vu avant que j'ai Ah ouais. fini ma phrase. Elle me fait ah, je vois une lumière. Bon, bah, j'ai pas fini ma phrase, c'est pas grave. Après, le voyage, il est vraiment propre à la personne. Et quand une personne, elle reçoit son portrait, qu'elle le voit pour la première fois, ça fait quel effet? Ça lui fait quoi? Alors, souvent, il y a une reconnaissance. Souvent, les retours que j'ai, c'est une chaleur au niveau du cœur qui se passe, au niveau de la poitrine, quand elle voit le portrait. Souvent, je dis, vous focalisez pas trop sur ce que vous voyez, focalisez-vous surtout sur ce que vous ressentez quand vous le voyez. Et là, souvent, c'est chaleur dans la poitrine, dilatation, larmes. Il y a souvent Ah ouais. très, très, très souvent des larmes chez mes clientes. Il peut y avoir un temps de sidération aussi. Il peut y avoir une petite crainte de regarder dedans. Alors, sidération, c'est plus un petit choc, si on peut, Ouais. si je peux dire. C'est un petit choc. C'est comme si, en Ah fait, ouais, un petit un portrait recul, d'âme, qu'est-ce qu'il y a? un petit recul, genre, wow. Ouais, un petit recul, parce que souvent, une œuvre vibratoire en général, mais surtout un portrait d'âme, c'est un peu une présence, même si c'est un dessin, ça émane quelque chose, donc c'est comme s'il y avait une autre présence en face de nous, sauf que cette présence-là, bah, c'est nous. Mais c'est nous à un niveau plus pur, moins conditionné. Et du coup, bah, j'ai des bâillements, des relâchements dans le corps. Ça c'est les premières impressions qu'il y a. Il y a eu aussi des regains d'énergie quelques jours après la première visualisation du portrait. Donc souvent l'énergie, elle se stabilise. C'est un peu comme le portrait, il va agir un peu comme un outil qui va changer un peu l'énergie de la personne. Du coup, des fois, il va y avoir des regains d'énergie d'un coup, puis parfois des coups de mou. En fait, c'est normal. C'est un peu comme après un soin énergétique. Des fois, on a envie de dormir. Le temps que ça s'ajuste un peu. C'est ça. Tu m'avais parlé d'une histoire d'une personne qui a vraiment repris confiance en elle. C'était quelqu'un qui était anxieuse et tout, et qui a repris confiance en elle après avoir reçu son portrait. Oui, je crois que ça a été le retour le plus riche, en fait, le plus détaillé, parce que bon, cette personne-là, elle était vraiment en attente. Elle avait vraiment une vraie demande qui était beaucoup plus interne que
changer de travail ou changer de vie. C'est vraiment, elle se sentait, elle avait un manque d'estime d'elle très profond. Elle avait l'impression que elle valait rien et du coup, ça lui générait beaucoup d'angoisse. Elle avait aussi testé déjà plein de trucs pour se relaxer, pour essayer de tenir en fait ces angoisses-là. Et son retour, elle m'a fait plein de retours en fait. Elle était très contente de son portrait parce que l'effet a été immédiat. Pour le coup, on aurait presque pu sauter l'étape du soin du voyage que je fais en deuxième appel parce qu'elle était déjà très très connectée à son portrait. Juste en le voyant. Juste en le voyant. Et elle me D'accord. disait que quand elle était au travail, par exemple, et qu'elle pouvait ressentir ces angoisses qui montaient, elle avait juste besoin de le regarder et elle s'apaisait beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement qu'avec une technique classique de relaxation. Et il y a eu aussi un autre effet, c'est qui a été très important pour elle, c'est qu'elle arrivait à s'exprimer. Elle me disait, j'arrive à mieux porter mes mots quand je m'exprime. Donc il y avait vraiment une réassurance d'elle-même. Et Ah oui, parce c'était, que ça, c'est beaucoup lié à la confiance en soi aussi, le fait de s'exprimer. c'est ça. Et elle était, pour elle, c'était nouveau, c'était vraiment Mhm. tout nouveau. Ça a l'air d'un petit détail comme ça, mais en fait, c'était beaucoup parce que depuis des années, elle avait testé Mhm. plein de choses et là, elle sentait qu'il y avait une vraie différence. Et elle avait Mais ça- aussi la sensation que c'était un peu comme si elle revenait à la maison quand elle Ah regardait son ouais, portrait. Ouais, ah oui, vraiment le truc rassurant un peu. ouais, C'est un travail qui peut prendre des années de thérapie, comme ça, de reprendre confiance en soi et ouais. c'est fort, du coup. Comment t'expliques ça, cet effet, en fait, que ça peut avoir sur les gens? En fait, le portrait d'âme, c'est un peu une porte d'accès. Quand tu voyages dedans, tu vas connecter avec ton âme, donc la partie vraiment la plus élevée, la plus supérieure de toi-même. Et cette partie-là, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas limitée par la vie physique, Mhm. elle n'a pas de peur, il n'y a pas de croyances limitantes, il n'y a pas de doute. Mhm. Elle est lumière en fait. Et du coup, quand tu te reconnectes à cette force-là qui est de toute façon liée à toi, ça dissipe beaucoup plus rapidement tout ce qui va un peu t'entraver dans la vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, on a un peu la tête dans le guidon, souvent dans nos pensées, etc. Une âme, elle va agir sur un plan supérieur. Vraiment, il y a le plan physique, il y a le plan des émotions, le plan mental. Il va y avoir ce qu'on appelle le plan causal, c'est le plan de la cause et de l'effet. Mhm. Et l'âme, elle agit sur cet endroit-là. Et donc forcément, quand tu agis sur la cause et l'effet, ça va être beaucoup plus efficace que d'agir que sur les effets, Ouais. c'est-à-dire les émotions, Mhm. euh, les pensées, qui sont quand même très importantes aussi, mais ça va être un peu plus puissant. Parce qu'en fait, quelqu'un qui manque de confiance en lui, souvent à cause de plein de choses qui se sont passées dans sa vie, et son âme, elle est pas polluée par toutes ces choses. C'est Et ça. du coup, ça permet de se reconnecter sans prendre en compte toutes ces petites choses Ouais. qui nous ralentissent en fait dans la vie. Oui, en fait, si tu veux, notre vie sur Terre, notre corps et même les différents rôles, les masques sociaux qu'on va avoir dans notre vie, en fait, c'est que des vêtements que Mm. l'âme, elle prend. Et dans ce sens, c'est éphémère. Ça veut dire que les peurs qui sont rattachées à ce vêtement-là, donc à l'identité de Julie, par exemple, secrétaire, etc., elles vont automatiquement se dissiper ou même prendre beaucoup de distance parce que la personne va reconnecter à ce qu'elle est au-delà de ces masques-là, de tous ces vêtements-là. Mais c'est très profond comme processus et plus la personne regarde son portrait, plus elle se regarde elle-même, mais sur un autre niveau. Et du coup, elle prend conscience de ah bah en fait, je suis pas ce qu'on m'a toujours dit de Ouais. moi, je suis beaucoup plus en fait, et elle va vraiment se découvrir telle qu'elle est au-delà de son conditionnement. T'as une phrase que tu m'as dite, c'est le portrait d'âme, c'est un haut-parleur que l'âme prend pour nous parler. Bah oui, parce que c'est un outil qui va accentuer, qui va tout accentuer, Mhm. au niveau de nos intuitions, au niveau de nos ressentis, qui fait que forcément, si la personne, admettons, elle a son portrait d'âme avec elle, qu'elle a commencé à reconnecter avec toutes ses intuitions. Tout ce qui va être intuition, capacité psychique, globalement, c'est pas des dons, c'est quand même des facultés que tous les êtres humains ont. Il y a aussi une grosse croyance comme quoi j'ai un talent particulier. Non, non, non. C'est comme d'apprendre à marcher ou à faire du C'est vélo. quelque chose que tu as travaillé. C'est quelque chose qui se travaille et que tout le monde peut travailler et développer. Donc le portrait d'âme, il va accentuer en fait ces capacités-là. Mais du coup, toi, tu entends
très très bien intérieurement que c'est non, par exemple, pour une situation, et tu obéis à cette guidance-là, du coup tu vas vraiment dire non, soit tu vas encore un petit peu te mentir à toi-même et tu vas dire oui, mais là, ça va être encore plus douloureux parce qu'en fait, il y a la force qui va contre ça. Donc, tu seras en dissociation, en dissonance automatiquement. Donc, la personne, elle n'a pas trop le choix, une fois qu'elle a son portrait d'âme, de vraiment s'écouter. Tu m'as dit au début qu'il y a une période où tout ce qui est un peu, alors je ne sais pas si j'utilise le bon terme encore, mais tout ce qui est un peu spirituel et tout, c'est devenu à la mode. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de spiritualité un peu commerciale, un peu bullshit qui s'est développée, bah, qui donne, enfin je sais pas, qui fait perdre un petit peu la pertinence et du crédit à ce que tu fais, parce que eh ben, il y a sans doute des gens qui font ça juste pour l'argent et qui Oui, n'ont pas un vrai impact dans la vie des gens. malheureusement, ça existe, mais comme dans tous les domaines, la spiritualité à la base ne résume pas à avoir des pouvoirs ou à contrôler des choses ou à avoir des dons et être un élu. À la base, la spiritualité, c'est quand même une science qui est très ancienne, qui s'est un petit peu répartie sur différentes parties du globe. Et il y avait à la base des enseignements très très profonds de remise en question, de mettre du sens en fait sur tout ce qu'on vivait. Quand tu regardes les moines Shaolin ou même à la base les arts martiaux, la partie combat qu'on enseigne, c'est la dernière partie, c'est vraiment la toute dernière partie, mais avec ça, il y a toute une spiritualité qui va avec. La spiritualité, c'est bon, globalement, c'est quand même la quête profonde et absolue du soi en fait. Alors certains vont dire Dieu, d'autres vont dire autre chose, mais c'était la conscience qu'il y a quelque chose en nous qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, mais qui régit en fait le monde, la nature, le cosmos et tout ce qui fait que les choses sont en vie en fait, sont en mouvement. La vraie spiritualité, c'est ça. Pour moi, c'est un petit peu l'amour de la sagesse. C'est pas les effets, les dons, les capacités, etc. Ça va être des outils, comme je dis, des outils, mais j'ai souvent des personnes qui ont, au début, qui aimaient bien tirer les cartes, jouer un petit peu à tous ces petits outils, le pendule, etc., pour avoir des réponses. Et parce qu'il y a le côté un peu spectaculaire aussi. c'est ça. Et après, quand elles ont vécu des grosses pertes, des gros événements traumatiques dans leur vie, ah bah ça tenait plus. Il y avait plus de soutien. Les cartes, laisse tomber. C'était pas du tout un médicament, rien du tout quoi. Il n'y avait Et pas c'est là d'effet, que quoi. Il y avait pas d'effet sur la situation de la personne. ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour justement traverser ce genre d'épreuve, c'est le plus important. Ça t'oblige à regarder au fond de toi. C'est le moment de vérité en fait. C'est pas est-ce que tu es assez solide, mais est-ce que tu as suffisamment confiance en toi pour te dire que tu vas pouvoir traverser cette épreuve-là malgré la souffrance, malgré la tristesse que tu peux ressentir. Ça, c'est le vrai moment de vérité, en fait. Et malheureusement, c'est vrai que la spiritualité actuelle, il y a un peu du à boire et à manger. Il y a quand même plein de bonnes choses qui se sont démocratisées, mais il faut se développer soi pour pouvoir après discerner le vrai du faux dans toutes ces informations. Et c'est quoi, toi, tout le sens que tu donnes à ça et le sens que tu recherches? Pour moi, en fait, c'est une évidence. Ça a toujours été un petit peu une évidence. Parce qu'on voit que dans ta vie, ça t'a toujours, il y a eu comme une sorte d'ensemble d'événements qui t'a mené à faire ça, en fait. Oui, j'aurais jamais pensé que je ferais et du dessin et quelque chose en rapport avec la spiritualité. J'aurais jamais pensé que ça ferait les deux. Pour moi, je m'étais dit, bah, je serais illustratrice et puis c'est tout. J'aurais ma petite vie à côté et puis voilà. Mais non, en fait, j'ai été un peu menée vers ça petit à petit. Pour moi, la spiritualité, ça a toujours été une évidence parce que j'ai toujours beaucoup aimé profondément aller au fond des choses. En fait, moi, je fais partie des gens qui pensent que tout a un sens, en fait. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a attirée. Quand parfois on vit un peu des choses difficiles, pour moi, la spiritualité, ça a toujours été mon soutien. Toujours été un grand soutien, mais la vraie spiritualité. Vraiment, les maîtres de sagesse tels que Bouddha, tels que Krishnamurti ou d'autres encore. Ça permet d'aller au fond des choses et de comprendre, de mettre du sens en fait sur ce que tu vis et en extraire un petit peu la leçon de tout ça. Tu dirais que ça s'adresse à quel type de personne? Qui a besoin d'un portrait d'âme? Je pense que tout le monde en aurait besoin, honnêtement.
Mais pour être plus précise, globalement, moi, j'ai souhaité faire un accompagnement par le portrait d'âme pour des personnes qui arrivent un peu à la limite de leur personnage, un petit peu, de leur Mm. personnage sociétal et qui en peuvent plus en fait de porter des masques ou de s'obliger, je sais pas, à aller dans un travail qui leur plaît pas, de se sentir en fait compressés sans cesse par les conventions, peut-être par la famille, et ils arrivent au bout de ça. C'est-à-dire que Mm. il y a beaucoup de gens qui vont s'adapter sur le long terme et qui vont être très très forts là-dessus. Et puis il y en a qui sont plus sensibles, qui ont besoin de s'exprimer, d'être vraiment qui ils sont. Ils sont parfois très différents de leur environnement dans lequel ils ont Mm. grandi, mais c'est plus fort qu'eux. Il y a quelque chose à l'intérieur qui pousse à s'exprimer et à ne plus faire semblant en fait d'être eux-mêmes dans leur vie. Et donc moi, ça s'adresse aux personnes qui arrivent à cette rupture, Ouais. à C'est cette limite. des gens qui ont besoin de se retrouver, en fait. C'est ça, qu'ils aient plus besoin de demander sans cesse l'avis des cartes ou d'un médium ou Mm. d'un thérapeute ou quoi. Alors, ces fonctions-là, elles sont très importantes. Je les critique pas du tout. Ça peut servir ponctuellement, mais parfois, il peut se créer une forme de dépendance, en Mm. fait, à ces choses-là, au fait de trouver les réponses sans cesse à l'extérieur, dans un livre, en fait, sans cesse, tout le temps à l'extérieur et jamais au fond d'eux-mêmes. Alors qu'au fond, vous êtes déjà très très bien câblé pour tout recevoir, pour être très connecté à votre Mm. intuition. Tout le monde sent des choses et le but c'est de d'accentuer cette voie-là de l'intuition pour que les gens soient sûrs par eux-mêmes de de ce vers quoi ils se dirigent sur le long terme. Mhm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à ça, comme tu dis. Alors, il y a les cartes, les voyances et tout, mais maintenant, je pars complètement dans autre chose, mais il y a un million de personnes, dès qu'ils doivent prendre une décision, ils demandent à ChatGPT, par exemple. Oui, Parce qu'en fait, c'est comme si ils n'étaient pas suffisants pour prendre une décision et qu'il fallait forcément qu'il y ait quelque chose qui arrive de l'extérieur, en fait, pour les oui, rassurer. et ce qui se passe, c'est que souvent tu donnes ton pouvoir en fait à autre chose que Ouais. toi-même. Le but, c'est vraiment que l'humain, globalement, retrouve un peu sa souveraineté Mm. parce que bah, il y a quelque chose en lui qui le drive, qui est plus puissant, plus immense et qui sait déjà tout, qui est omniscient, omniprésent, il sait déjà tout. S'il se connecte à cette partie de lui-même qui sait déjà tout, ça va lui faciliter la vie, mais à Mm. un degré. Alors bien sûr, c'est pas donné comme ça d'un coup, Mm. c'est quelque chose qui se développe. Et plus tu développes ça, plus tu as foi en toi-même. Là, tu deviens vraiment pleinement épanoui, parce que c'est quand même le but d'être épanoui. Donc, moi, mon but, c'est que, certes, c'est un accompagnement qui est quand même assez intense. Je prête mon corps à des énergies qui sont quand même plus puissantes, mais le but, c'est que la personne, bah, elle me voit une fois, puis après, elle fait son Mm. chemin et elle sait comment s'interroger elle-même, interroger son portrait, et après, elle y va, quoi. Si on a besoin de toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter? Comment on fait? Principalement Instagram, que Instagram Ouais. maintenant, un petit DM et puis on en discute et puis après on voit ce qui se passe. Du coup, avant qu'on termine, c'est quoi maintenant tes objectifs et tes ambitions pour la suite? Peut-être éventuellement faire une petite BD, raconter Ah un ouais? petit peu tous ces événements en fait en rapport avec l'invisible, mais dans le but que les gens bah ils se reconnaissent Mm. aussi dans ce qu'ils ont vécu parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu des choses mais qui vont pas se donner du crédit. Et souvent, bah, je le fais déjà avec mes vidéos, quand je raconte un petit peu ce qui m'est arrivé, mais j'ai souvent des commentaires de gens qui me disent «Ah, mais j'ai vécu exactement la même chose, ça me parle, etc.» Le but, c'est que les gens, ils prennent confiance et qu'ils se disent «Ah bah, si l'autre, elle l'a vécu, bah, c'est que c'était peut-être Je pas...» suis pas si bizarre, je suis pas fou, je suis pas C'est fou. ça, c'est ça. Et du coup, bah, là, quand les gens vont commencer à se faire confiance, bah, ça va devenir super puissant parce que tout le monde Ouais, sera très connecté et pourra se diriger dans sa vie de manière complètement autonome. C'est le grand rêve, si tu veux. ouais. La Ah grande mais c'est génial. contribution.
C'est génial parce que c'est un peu magique de changer la vie des gens, parce que c'est ce que tu fais finalement. Et ben Laura, je te remercie de tout ça. C'était passionnant, vraiment. Bah, Moi, merci. c'est pas un domaine enfin, qui m'attire en fait, si, parce que sinon je t'aurais pas sollicité, mais c'est pas quelque chose auquel je me suis intéressée dans ma vie. Mais je trouve ça génial, je trouve ça fantastique. Merci à toi. Et puis, bah, c'est la première fois que je fais ça. Donc, c'est vrai que c'est pas des domaines qui sont toujours évidents parce que on n'a pas beaucoup de connaissances encore là-dessus, même si c'est plus développé qu'il y a 10 ans, 20 ans, Ouais. etc. Mais je pense que c'est quand même une partie de l'être humain qui doit être réintégrée Mm. malgré tout, parce que moi, concrètement, dans la vie de tous les jours, en l'expérimentant, à chaque fois, j'ai jamais eu de signe qui me disait, par exemple, ah bah ton projet va réussir, et plus tard le projet ne réussissait pas. J'ai jamais eu Oui, t'as rien de contradictoire en fait. j'ai pas eu de T'as contre-indication. plein de preuves que ce que tu perçois, c'est validé quelque part après. Ça a été un long chemin hein, pour se faire confiance. Mais avec le recul, je me dis, mais en fait, à chaque fois, je savais, mais je me suis pas écoutée, en fait. J'ai préféré me dire, non, mais tu juges Mhm. trop, ou machin, et tout. Bah, en fait, non. J'avais vraiment l'information. Ça fait gagner du temps. C'était un plaisir, vraiment, de pouvoir être accompagnée par toi. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pendant l'accompagnement. Je suis très contente de ça. Je ne regrette pas du tout. Bah, moi non plus, du coup. Une belle découverte. Et ben, je te remercie, Laura. Je te souhaite une bonne journée et plein de bonnes choses pour la suite. Bah, merci beaucoup, merci à toi.